Madame la secrétaire perpétuelle, mesdames, messieurs, chers collègues, je suis très heureux d'avoir hérité de la séance de digestion pour présenter cette première conférence de l'après-midi. J'espère que je vais réussir à vous maintenir un soupçon en éveil autour de cette question de la convergence interdisciplinaire. Loïc Bertrand m'a amicalement demandé d'intervenir sur ce sujet. Loïc m'avait parlé d'un atelier, donc j'imaginais les choses d'une manière moins solennelle et je n'avais pas anticipé qu'à l'Institut, l'atelier prenait des proportions qui étaient tout à fait républicaines et monarchiques à la fois. Absolument, c'est un atelier académique. C'est ça. Donc, et dans ce cadre, j'ai souhaité dire quelques mots autour de ces questions de convergence interdisciplinaire dont il a déjà été question ce matin, en particulier largement durant l'intervention d'Anne Loerf, à laquelle j'espère faire écho. Évidemment, les collaborations interdisciplinaires autour des artefacts et des écofacts anciens, en particulier ceux auxquels le processus de patrimonialisation a conféré une identité qu'on dit souvent artistique, ou du moins a conféré une valeur symbolique, sociale, parfois économique. Cette collaboration interdisciplinaire n'est pas nouvelle, elle est bien identifiée dans les pays européens depuis la fin du XIXe siècle et avec comme point de départ au moins l'Allemagne du Radgenforschungslabor de 1888, puis les dispositifs français qui ont abouti à l'organisation de la recherche qu'on connaît avec le C2RMF, le LRMH, le CRCC. Matérialité et historicité, en ce sens, sont depuis longtemps au cœur d'une convergence interdisciplinaire. Mais cette histoire, non seulement reste encore largement à écrire, car on peut dire qu'il y a assez peu de recherches sur l'histoire des pratiques scientifiques et des pratiques expérimentales appliquées aux matériaux anciens et aux questionnements archéologiques et historiques. Mais d'autre part, c'est une histoire qui n'est pas linéaire et au sein de laquelle se dessinent un certain nombre d'inflexions. Et cet après-midi, j'aimerais essayer de revenir sur une inflexion qui me semble récente et sensible à partir d'un certain nombre de terrains empiriques qui sont les terrains que je connais le moins mal, c'est-à-dire les artefacts de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance en Europe, globalement entre le XIIIe et le XVIe siècle, en présentant un certain nombre de pratiques collaboratives, et j'insiste sur ce point, puisque les études auxquelles je vais faire référence aujourd'hui sont des études qui se sont élaborées progressivement dans le cadre du laboratoire d'excellence patrimoine matériel, de la Fondation des sciences du patrimoine, et puis plus récemment du domaine d'intérêt majeur labellisé par la région Île-de-France sur les matériaux anciens et patrimoniaux. Je voudrais essayer d'exposer quelques résultats brièvement, mais également de dessiner des perspectives qui sont à la fois méthodologiques et épistémologiques. Dans les résultats que je voudrais présenter, je commencerai par un premier élément qui m'est le plus familier et qui concerne la peinture de panneaux dans l'Italie du Trecento, et en l'occurrence un exemple ponctuel d'un travail en cours en collaboration avec Michel Menu du C2RMF, autour de l'atelier du peintre siennois Simone Martini et de ses beaux-frères Lippo et Federico Memmi. Vous avez ici l'image d'une crucifixion qui se trouve au Louvre, avec en couleur claire les points sur lesquels des images au microscope Irox ont été réalisées. Et c'est précisément ce qui m'intéresse de signaler ici pour commencer, c'est-à-dire souligner l'évolution de l'imagerie, le développement d'une imagerie qui permet des analyses non invasives, des résultats rapides, en l'occurrence une analyse par exemple des poinçons. La peinture sur fond d'or siennoise du XIVe siècle fait un usage particulièrement intensif des poinçons qui permettent à la fois de réfléchir au lien avec l'orfèvrerie et qui permettent d'identifier un certain nombre de techniques d'atelier. D'autre part, qui permettent également, quand il y a des zones abîmées ou dégradées, de restituer la stratigraphie sans être obligé de faire des prélèvements. Ici, on voit bien comment on a successivement les couches de bois, de gaz, le bol et l'or, à la miction ou non, selon les parties du tableau. Ces éléments sont intéressants pour moi en tant qu'historien dans une perspective qui est celle de l'atelier pictural, c'est-à-dire moins celle d'une identification ponctuelle que d'une réflexion sur le travail artistique, sa dimension collective et ses étapes.
d'autre part, cette question d'imagerie introduit à un problème central en termes de méthode, qui est celui de l'imagerie permettant une enquête sur l'image. On a évoqué ce matin la question de l'objet. Vous savez que pour les historiens d'art, l'alternative entre image et objet est une question assez complexe d'un point de vue méthodologique, et encore plus complexe et encore moins rarement abordée est la question de savoir quel statut donner à ces images d'images, ces sortes d'images au carré, qui parfois nous permettent de pénétrer de manière extrêmement profonde dans la matière, mais qui présuppose des questions réflexives extrêmement passionnantes sur le statut de la connaissance. Ce premier exemple était ponctuel. Je voudrais développer un peu davantage deux autres types d'objets. Le premier type d'objet, ce sont des matrices de sceaux, c'est-à-dire ces matrices métalliques que le Moyen-Âge utilise pour produire les sceaux de cire, qui sont, à partir du XIIe siècle, utilisés très largement, non seulement par les autorités publiques ou par un certain nombre de personnages éminents, mais même plus largement dans la vie sociale. Ces matrices de sceaux font l'objet d'un projet de recherche, analyse et description des matrices de sceaux du Moyen-Âge, qui a été mené par Manon Castel, Philippe Dillmann, Enrique Vega, Ambre Villain, Clément Blanc, Pierre Chastan et moi-même, et en particulier pour la partie analytique des résultats que je vais présenter là, par Manon Castel et Philippe Dillmann, un programme de recherche que je ne vais pas présenter ici dans toute son ampleur, puisqu'il y a une dimension de base de données, une dimension d'histoire des collections, mais je voudrais en particulier revenir sur l'articulation entre histoire des techniques et histoire des objets ou histoire de l'art, pour montrer une convergence possible entre des manières de prendre un même objet et une même société venant de disciplines et de cultures érudites très différentes. Vous avez par exemple ici un texte du XIVe siècle, dans le français du XIVe siècle, qui passe commande d'un certain nombre de sceaux. Vous voyez en gras un sel du secret. Attendez, je vais voir si ça me... Oui, là-haut, un sel du secret que pour nous fîmes faire, un sel pour le beau-fils Charles, pour façon des pièces des deux sceaux et la chaîne des susdits pour marché à l'Ifet, 10 francs. Donc un acte de commande, comme on en connaît un certain nombre dans l'histoire de l'artisanat médiéval. On a parfois conservé des sceaux qui correspondent, et ce sceau correspond directement au texte qui a été présenté tout à l'heure. Mais ces sceaux font aussi potentiellement l'objet d'une analyse, non seulement dans leur réalisation en cire, mais dans les matrices. Et il faut savoir qu'un certain nombre d'institutions en France, en particulier les Archives nationales, mais aussi le Musée des Beaux-Arts de Lyon, conservent des collections de sceaux extrêmement importantes. Ces sceaux métalliques, dans le cadre du programme auquel je fais référence, ont fait l'objet d'une étude avec l'aide d'un certain nombre de microscopes. Je restitue ici les phases progressives de l'étude avec le microscope optique et puis un microscope électronique à balayage, donnant lieu à la conclusion que le métal a été fondu dans un moule, ce qui renvoie plus largement à l'histoire des techniques médiévales de travail du métal et qui a été corrélé, ici vous avez la restitution technique, et qui a été corrélé directement à une réflexion d'archéologie expérimentale. C'est la partie droite de la diapo, puisqu'il s'est agi de travailler avec un graveur contemporain pour essayer de comprendre le type de technique, le type de geste qui était engagé par la réalisation de ces matrices de sceaux, qui est quelque chose sur lequel nous n'avons aucune documentation et aucune connaissance particulière. Alors, en couplant l'archéologie expérimentale avec un certain nombre d'autres analyses, vous avez là, ici, là aussi, une image qui montre bien la façon dont le lettrage relève d'un certain nombre d'irrégularités en termes de gravure, qui montre la taille directe qui a été effectuée par l'artisan. Et enfin, une dernière phase d'analyse en fluorescence X, qui, elle, a permis de compléter la connaissance du dossier en montrant la prédominance technologique de certains alliages, contenant du zinc en particulier, et un contrôle rigoureux des teneurs en plomb,
ce qui révèle de manière sous-jacente la spécificité des alliages sigillaires et puis l'existence d'un certain nombre de recettes, alors, qui sont corrélatives à ce qu'on peut connaître dans d'autres mondes artisanaux médiévaux, mais qui n'avaient pas été mis en évidence en l'occurrence, et avec une réflexion sur le type d'alliage le mieux disposé pour réaliser des matrices de sceaux, sachant que c'est des objets qui étaient d'un usage régulier et qui devaient faire l'objet d'une taille directe, mais qui avaient aussi un aspect esthétique. Et de ce point de vue, la question du zinc et de l'aspect doré qu'il pouvait donner aux objets et du laiton qui permettait d'être suffisamment dur pour la gravure, mais avec en même temps une capacité à tailler tout de même, s'est révélé particulièrement adapté. Alors, cet exemple me semble intéressant en ce qu'il permet, là aussi, de réfléchir très au-delà de la pièce individuelle à l'identification et à la reconstitution d'ateliers, de techniques, de savoir-faire, et que ces ateliers, ces techniques et ces savoir-faire sont situés au cœur de la culture matérielle médiévale, mais pas simplement de la culture matérielle, de la culture symbolique, si on se rappelle le rôle du sceau, le sceau qui est un garant d'autorité au sens de l'auctoritas, un garant de transaction dans la vie sociale et la vie politique, mais qui est aussi une image révélant une forme d'identité et d'auto-identification. Mon troisième et dernier exemple est un autre terrain médiéval, si je peux parler comme un archéologue ou comme un anthropologue, un dernier terrain médiéval qui est celui de la sculpture en albâtre. C'est un autre programme de recherche qui, là aussi, réunit historiens de l'art, géologues, conservateurs et restaurateurs autour des sculptures en albâtre, en particulier dans l'ère française du XIVe au XVIe siècle. Je ne vais pas non plus présenter l'ensemble du projet, mais en évoquer quelques aspects, en particulier les aspects géologiques, qui me semblent ici particulièrement emblématiques dans la perspective que nous poursuivons collectivement. Alors, vous avez ici quelques images qui sont tirées d'un travail mené par Lise Leroux, Wolfram Klopman, Philippe Bromblet et Pierre-Yves Le Pogam. Donc, vous voyez, LRMH, BRGM, CICRP et le Musée du Louvre, qui ont cherché à mettre au point un dispositif d'analyse pour étudier d'un point de vue géologique les albâtres préservés. En effet, l'albâtre est un matériau qui pose pour le Moyen-Âge un certain type de problème d'identification. Il faut savoir que l'albâtre est un matériau particulièrement difficile à identifier, et en particulier, il est difficile à identifier, y compris à l'œil nu. Et une partie du résultat, d'ailleurs, des analyses que je vais présenter, a conduit à modifier les cartels ou les catalogues du musée du Louvre et du musée de Cluny, parce que la confusion entre albâtre et marbre est parfois une confusion extrêmement importante. Je fais d'ailleurs une parenthèse, c'est une confusion qui est bien connue des historiens parce qu'elle existe même dans les sources médiévales, c'est-à-dire qu'on a des documents qui indiquent qu'une pièce est en albâtre alors qu'elle est en marbre, ou l'inverse. Et sans d'ailleurs qu'il s'agisse de substitution de nature économique de la part du commanditaire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une proximité des deux matériaux qui conduit à un certain nombre de difficultés. Or, le groupe de recherche auquel je fais référence a développé une méthodologie à partir d'une analyse des éléments traces qui a conduit à identifier au sein des éléments traces possibles le ratio des isotopes du soufre comme spécifiquement significatif du point de vue de la localisation géographique. Et c'était ça l'enjeu, puisque en fait, il y avait plusieurs éléments traces qui étaient candidats, mais certains donnant davantage lieu à une datation en termes d'époque géologique, et d'autres paraissant plus significatifs du point de vue géographique. L'intérêt d'avoir un point de repère isotopique du point de vue géographique, c'est qu'il a été possible de constituer un référentiel à partir de prélèvements dans des carrières, puis de comparer avec les œuvres, et donc de mettre en rapport des groupes d'œuvres avec des carrières. Or, cette recherche, qui a un intérêt spécifiquement géologique, je pourrais y revenir dans un instant, a par ailleurs totalement bouleversé la connaissance qu'on avait des carrières d'albâtre et des usages de l'albâtre dans le royaume de France à la fin du Moyen-Âge.
Pourquoi? Brièvement, parce que le XIVe siècle est un siècle, disons, est le siècle d'or de l'usage de l'albâtre, et en Europe dominent ceux qu'on appelle les albâtres anglais ou les albâtres de Nottingham, qui envahissent assez largement le marché, mais qui font l'objet, dans le contexte troublé de la guerre de Cent Ans, d'une concurrence dans le territoire du Royaume de France, sous la forme d'un certain nombre d'autres sculptures en albâtre. Ces albâtres français, on n'en avait jusque-là jamais connu l'origine, et on supposait qu'il s'agissait de carrières franciliennes ou champenoises. En réalité, les analyses isotopiques ont montré qu'il s'agissait, pour presque tous les albâtres importants qu'on pouvait mettre en relation avec la cour de France, avec la cour de Savoie ou avec la cour des papes d'Avignon, d'albâtres provenant d'un seul endroit, qui est la carrière de Notre-Dame de Mézage, à côté de Vizy, donc pas très loin de Grenoble, dans le Dauphiné. Et en fait, à partir de ce travail et de cette reconstitution, vous voyez qu'on a pu corréler justement des lieux. Et donc là, vous avez le groupe des œuvres qui viennent de l'albâtre de Notre-Dame de Mézage. On a pu corréler l'ensemble d'un corpus avec cette carrière. Et cette corrélation est entrée en écho avec des recherches textuelles. Et là, vous avez l'exemple d'un feuillet de documents d'archives aux archives départementales de l'Isère. C'est un travail que je suis en train de mener avec Hélène Vialet, qui dirige les archives départementales de l'Isère, Robert Ayot, qui est chercheur indépendant et qui travaille depuis plusieurs années sur la carrière de Notre-Dame de Mézage. On a pu corréler cette carrière de Notre-Dame de Mézage avec un certain nombre de documents locaux. Ici, j'en ai donné un bout de transcription. Donc, vous voyez les lapides à la Baostrie, in quodam prato iuxtam riperiam romantiae, c'est-à-dire que la romanche servait à la circulation fluviale qui permettait d'exporter les blocs. Et tout cela, si vous voulez, mis en réseau, a permis de faire apparaître quelque chose qui était jusque-là ignoré, c'est-à-dire l'existence d'une économie presque monopolistique autour d'une carrière particulièrement prestigieuse, qui a été la carrière, par exemple, de Charles V, le roi de France, la carrière des grands cardinaux avignonnais. Si certains d'entre vous connaissent le musée du Petit Palais à Avignon, c'est la carrière qui a donné lieu à la réalisation du gisant du cardinal Jean de Lagrange. Donc, en fait, une économie sous-jacente qu'on peut arriver à reconstituer depuis la carrière et l'exploitation locale, jusqu'à une exploitation en termes de politique de représentation princière, pontificale et cardinalice. Donc voilà, si vous voulez, trois illustrations possibles des formes de collaboration que je voulais souligner. Je voudrais maintenant, rapidement, mettre en évidence deux types de conséquences découlant de ce genre de recherche et de ce qu'on peut en attendre pour les années à venir. Premier type de conséquences, des questions que je dirais méthodologiques. Il me semble que cette manière de travailler, qui est une manière, j'ai pris trois exemples que je connaissais bien, mais c'est une manière relativement commune. Je pense qu'on aura d'autres présentations un peu plus tard dans l'après-midi, et je pense en particulier à celle de Philippe Walter, qui iront tout à fait dans le même sens. Je pense que c'est une évolution globale des formes de collaboration pluridisciplinaires depuis au moins une vingtaine d'années. Parmi ces enjeux méthodologiques, je voudrais en souligner trois. Le premier, c'est la prise de distance par rapport à ce que j'appellerais l'usage positiviste des collaborations pluridisciplinaires ou interdisciplinaires. C'est-à-dire que dans cette perspective, les sciences expérimentales ne sont pas seulement là pour apporter des réponses ponctuelles en termes de date, de lieu, d'origine pour les chercheurs. Et inversement, les historiens ou les archéologues ne sont pas seulement là pour apporter un document ponctuel venant illustrer une recherche de sciences expérimentales. Il me semble que justement, on s'inscrit ici dans une perspective beaucoup plus large. Deuxième aspect méthodologique, il me semble que ce type de remarque conduit également à prolonger, voire à dépasser ce qu'on appelle parfois en sciences humaines et sociales le material turn depuis les années 80, c'est-à-dire une attention nouvelle de l'archéologie, de l'histoire, mais aussi de la sociologie et de l'anthropologie à, disons, les objets en tant qu'objets et non pas simplement en tant qu'image ou en tant que vestige.
Ce material turn, qui a eu des effets extrêmement importants dans un certain nombre de secteurs des sciences humaines et sociales, corrélé dans un certain nombre de cas avec des problématiques de conservation et de restauration, puisqu'on en voit très directement les effets, par exemple, dans les musées d'anthropologie. Ce material turn, en même temps, dans les sciences humaines et sociales, reste parfois, et là c'est une sorte de symétrie à ce que disait Anne tout à l'heure, reste parfois insuffisamment ouvert aux méthodologies de l'ordre des sciences physiques, chimiques, de leurs connaissances, voire des sciences mathématiques et informatiques dans leurs applications aux objets anciens. Troisième élément, qui me semble être un élément de dépassement là aussi, celui de la problématique art-science, qui est une problématique qui a souvent été mise en évidence, alors plutôt je dirais par un certain nombre de philosophes, autour de l'idée qu'il y aurait une sorte d'affinité élective, un peu héritée de la pensée romantique du XIXe siècle, entre d'un côté les arts, de l'autre côté les sciences, que cette rupture serait en fait une rupture néfaste à la culture contemporaine, ce qui n'est pas complètement faux, et qu'on pourrait ressusciter une sorte de corrélation directe entre deux domaines qui, par ailleurs, sont des domaines fétichisés dans l'imaginaire contemporain et qui sont l'art et la science. Or, il me semble que cette manière de réduire les choses en utilisant en réalité des macro-catégories qui elles-mêmes seraient l'objet de beaucoup de discussions, à commencer par la catégorie art dans sa généralité, peuvent en fait, là aussi, être repris dans une autre perspective. Alors, quelle autre perspective? De ce que j'ai présenté tout à l'heure, je pense qu'on peut au moins désigner trois directions de réflexion. La première, c'est celle qui consiste à élaborer des programmes de recherche qui sont pertinents dans chaque champ disciplinaire. C'est-à-dire que les travaux dont je parlais tout à l'heure, par exemple dans le domaine de la géologie, font l'objet de publications spécifiques dans des grandes revues de géologie, de même que les travaux sur l'albâtre vont faire l'objet de publications dans la revue de l'art, je l'espère, rapidement. Et par conséquent, ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que des recherches interdisciplinaires sur ce type d'objets ont tout à gagner à se construire comme des recherches qui intéressent spécifiquement les spécialistes des différents champs à partir de leur propre questionnement. Deuxième aspect qui me semble au moins aussi important, voire plus important encore, c'est souligner que ce qui a été décrit jusque-là, et je crois que c'est le cas depuis ce matin, relève d'une méthode que je dirais anti-positiviste, sans aucun soupçon de polémique avec l'histoire méthodique et positive du XIXe siècle. Ce n'est pas de cela que je parle, mais plutôt de ce qu'on pourrait appeler une approche processuelle ou processualiste, dans la mesure où ce qu'elle met au cœur de l'analyse des matériaux anciens, c'est ce qui relève des processus de production. Alors on peut penser aussi bien à Leroi-Gourhan et à la problématique de la chaîne technique qu'à des travaux plus récents, et j'ai ici indiqué la première référence bibliographique, Charlotte Guichard, en 2010, un article des Annales sur le nouveau connoisseurship et l'histoire de l'art, où en fait elle discute en particulier, d'une manière que je trouve absolument probante, les effets intellectuels du grand Rembrandt Research Project, qui a consisté à une réattribution complète du catalogue de Rembrandt à travers des méthodes d'investigation physico-chimique pour montrer que ce qui est en cause, ça n'est pas simplement attribuer ou désattribuer, mais c'est réfléchir à ce qu'était le métier de peintre et les processus techniques de production dans la Hollande du XVIIe siècle. Et je crois qu'en mettant cette question du processus au cœur de l'analyse, on voit que la question devient celle de la transmission, de l'altération, et on a parlé ce matin de question d'altération. Je pense qu'évidemment, ici émerge l'idée qu'au fond, tout matériau, toute matière et tout matériau est pris dans un processus continu d'altération et de transformation, aussi bien en ce qui concerne les humains qu'en ce qui concerne ce qu'on pourrait appeler les non-humains, du point de vue anthropologique. Donc faire porter l'étude sur les matériaux en transformation et sur ce que ces transformations dans les matériaux enregistrent des processus historiques, qu'il s'agisse des processus sociologiques, environnementaux ou politiques. Et puis enfin, dernier élément de ces questions de réflexion, ce que j'ai appelé un usage réflexif de la sociologie des sciences, considérant les matériaux anciens
comme des objets frontières. En fait, ici, je fais référence à un travail en particulier, mais qui a essaimé, puisque c'est un des articles les plus cités de la sociologie des sciences dans le domaine de la muséologie, de la muséographie, l'article de Starr et Griesmer sur une étude sur le musée de Berkeley, sur le musée de zoologie de Berkeley, qui a été une sorte d'observation in situ qui peut ensuite inspirer les chercheurs pour montrer comment, au sein d'une communauté, entre conservateurs, restaurateurs, chercheurs, spécialistes de différentes disciplines, on peut construire des objets communs, ce que Starr et Griesmer appellent des objets frontières, qui sont susceptibles d'une analyse interdisciplinaire et qui peuvent donc conduire à des processus cumulatifs, non seulement en termes de connaissances, mais aussi en termes de méthode. Et je crois que c'est ici un enjeu décisif, la question du cumul des méthodes. Tout cela me conduit, pour conclure, à la question des perspectives épistémologiques, c'est-à-dire à la question de savoir dans quelle mesure l'étude interdisciplinaire des matériaux anciens ne serait pas à considérer comme un laboratoire grandeur nature, au fond c'est ça que je propose ici, qui permettent non seulement d'obtenir des résultats et de développer des méthodes, mais aussi de réfléchir à ce que nous faisons nous-mêmes collectivement comme producteurs de science, c'est-à-dire qu'au fond ce qu'on a décrit depuis ce matin est une manière de réfléchir à la science en train de se faire. Réfléchir à la science en train de se faire, c'est-à-dire réfléchir à décrire le type de savoir qui émerge de nos travaux collectifs. Il s'agit en quelque sorte d'une extension de ce que l'historien allemand Reinhard Koselleck avait appelé la temporalisation, qui caractériserait selon lui les sociétés européennes depuis le XVIIIe siècle. Alors, ce que Koselleck appelait la temporalisation, c'était un processus dans lequel peu à peu, le rapport à la temporalité en Europe s'était transformé jusqu'à connaître cette théorie du progrès qui a largement animé l'Europe des 19e et 20e siècles. En réalité, ici, je l'emploie dans un sens beaucoup plus large, puisqu'il s'agit de dire que la matière et les sciences qui étudient la matière sont elles-mêmes intégrées dans la temporalité. Et dire cela, non pas pour en réduire la portée scientifique, mais au contraire pour l'étendre, c'est-à-dire en considérant que la démarche scientifique intégrait ainsi sa propre historicité dans sa pratique, c'est-à-dire la question du point de vue de l'observateur, à une question qui est bien connue sous l'angle spatial, c'est-à-dire la voiture qui observe le train en mouvement, mais qui est aussi une question temporelle autant que spatiale, et la question de l'historicité des objets, y compris dans leur dimension physico-chimique. Ce qui me conduit à mon premier point de conclusion, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un matériau ancien ? On a parlé plusieurs fois de cette question, et au fond, je pense qu'il faut considérer ici, et c'est la position qu'on a défendue avec Loïc Bertrand et Mathieu Toury dans les deux références que vous trouvez en bas de la diapo, les matériaux ne sont pas anciens seulement parce qu'ils viennent d'un passé lointain. Les matériaux anciens, potentiellement, ce sont tous les matériaux dès lors qu'ils sont considérés sous l'angle de leur altération, c'est-à-dire sur l'angle de leur capacité à devenir autres. Et des matériaux utilisés dans l'art contemporain des années 50-60 qui ont été muséifiés et qui font aujourd'hui l'objet de conservation et de restauration sont aussi, sous cet angle, des matériaux anciens à proprement parler. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui définit l'ancienneté du matériau, c'est, je dirais, et c'est l'historien qui parle ici, son historicité. Et de ce point de vue, face à ces matériaux dits anciens, les sciences historiques et les sciences physico-chimiques sont prises dans le même projet de connaissance, ce qu'on pourrait appeler une épistémologie frontière. Cette épistémologie, elle a quelques traits particuliers. Celle d'offrir une dialectique complexe entre singularité et régularité, celle de poser la question de la non-reproductibilité des expériences, et ça c'est quelque chose de très particulier par rapport au paradigme galiléen standard, c'est-à-dire qu'en particulier quand on utilisait des méthodes invasives et que l'échantillon disparaît, qu'en est-il de la réitération classique, et puis enfin par une attention particulière à l'hétérogénéité. Et cette approche finit par définir un point de vue nouveau sur les questions posées par la science en général. Elle met en lumière en particulier, et c'est mon dernier point, ce que nous avons essayé de mettre en évidence en tant qu'architecture théorique
transversale aux sciences de l'homme et aux sciences de la nature. Et j'insiste un instant sur ce point parce qu'il me semble qu'un des enjeux théoriques les plus forts de l'ensemble de notre démarche consiste à réfléchir à ce qui est parfois considéré comme une barrière d'espèce impossible à franchir entre sciences de l'homme et sciences de la nature. Je pense qu'ici, on voit bien que, de même que les uns et les autres, nous sommes parfois confrontés à des écofacts et à des artefacts, on peut imaginer que notre démarche théorique elle-même relève d'un certain nombre de concepts. On a travaillé l'un de ces concepts dans le dernier article qui est indiqué, microimagerie des matériaux anciens, qui porte largement sur le concept de trace. Mais en réalité, vous pouvez également considérer le concept de cas, de corpus, d'échantillons, d'échelle, de données, de contexte, autant de concepts clés de la démarche scientifique qui sont utilisés aussi bien par les sciences historiques, et par sciences historiques j'entends ici l'ensemble des sciences de l'homme, que par les sciences de la nature. Notre hypothèse est qu'en fait, s'il y a une telle convergence entre sciences de l'homme et sciences de la nature à ce niveau d'architecture théorique, c'est parce qu'il y a en réalité, de manière sous-jacente, ici, un cadre commun qui lie historicité, matérialité physique du monde et généalogie de nos formes de connaissances. Un cadre, vous le voyez, dont nous pensons qu'il pourrait permettre de participer à la reformulation de la notion même de science dans les sociétés contemporaines. Et il me semble que c'est aussi pour cela que ce type de démarche qui nous unit autour d'une classe particulière d'objets a une valeur générale. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. J'ai peur que nous ayons de temps que pour une question tout au plus. Oui. Oui, et est-ce que, je vais essayer de faire court parce que ça pourrait être un peu long, mais est-ce que finalement tu ne crois pas que l'emploi de cette opposition écofact-artefact que tu as invoquée ne relève pas de cette perspective positiviste que tu bats un peu en brèche, et que finalement il ne faudrait pas bannir ce langage pour être véritablement dans la perspective frontière que tu appelles de tes voeux à juste raison? J'en suis tout à fait convaincu. Après, j'ai utilisé ces termes pour plus de clarté et pour que tout le monde sache de quoi on parle. Parce que si j'avais utilisé fact, ou, enfin disons, il y a un moment où effectivement il faut désigner les classes d'objets, y compris avec un langage qui nous entraîne vers des modèles scientifiques parfois eux-mêmes datés ou enchaînés à des paradigmes plus anciens. Mais je pense qu'un des aspects, et ce matin on l'a très bien vu, un des aspects centraux de ce type de méthode, c'est de présupposer un continuum assez grand entre des données qui vont permettre des révisions de type archéologique, comme Nicolas Grimal en a présenté, ou historique, comme je viens d'essayer d'en montrer, et des questions qui sont des questions véritablement, disons, de sciences de la nature au sens le plus classique. Donc oui, je ne suis pas très convaincu par l'opposition entre les deux, mais c'est simplement pour que tout le monde sache de quoi je parlais au moment où je parlais de cela. Merci encore. Merci beaucoup, Étienne.